Marie-Lou Guibourg-de-Lamotte. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'INALCO et vous êtes aussi spécialiste du Japon, autrice de nombreux livres justement sur ce pays, la démocratie au Japon singulière et universelle chez ENS Éditions notamment, et aussi un livre sur l'héritage de Shinzo Abe en anglais. Alors d'abord, cette polémique autour de ces funérailles d'État de Shinzo Abe, est-ce qu'elle vous surprend ? La polémique, en fait, est née un petit peu progressivement. C'est-à-dire qu'au point de départ, après l'assassinat, dans la foulée de la nouvelle et sous le choc, les premiers sondages étaient plutôt favorables, enfin, quand l'idée a été exprimée. Et puis, progressivement, à mesure que le débat sur les liens entre politique, religion ont émergé, eh bien, la population est devenue plus récalcitrante, a eu davantage de temps de réfléchir, etc. Et c'est vrai qu'il y a un grand scepticisme maintenant. Qu'est-ce qui est au cœur de cette controverse ? Je le disais, il y a la personnalité de Shinzo Abe qui est loin d'être lisse. Il y a eu aussi tous les scandales de ces dernières années autour de lui. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est une personnalité effectivement qui est de droite, donc qui par nature s'aliène une partie des Japonais, bien sûr. Donc c'est une personnalité qui est clivante et marquée politiquement. Il y a eu certains scandales. Dont le souvenir est certainement revenu effectivement à la faveur de la polémique, parce que sinon je crois qu'ils avaient été un petit peu effacés. Maintenant, Monsieur Abe y remonte à 2017-2018, donc on les avait certainement un petit peu oubliés. Monsieur Abe était actif dans la campagne électorale en cours. Il était revenu après ses difficultés de santé, mais effectivement ces souvenirs ont été, ravivés par la polémique. Pourquoi le Premier ministre Fumio Kishida a-t-il pris cette décision sans consulter l'opposition, d'ailleurs, qui n'y assistera pas ? Est-ce que c'est aussi pour s'assurer du soutien du clan Abe, qui est un clan puissant au sein du PLD, son parti ? Alors, il a pris cette décision, il a invoqué quatre éléments. Donc, l'importance de M. Abe, c'est ce qu'il avait fait en termes de politique nationale et internationale. Les liens avec les États-Unis, notamment, ont été mis en avant. Le fait qu'il était resté le plus longtemps au pouvoir de l'histoire du Japon. Le fait qu'il ait été tué pendant des élections dans une campagne électorale, notamment. Donc, ces éléments, il y en a un quatrième qui était le fait qu'il est extrêmement apprécié de l'étranger. Donc, il est marqué internationalement également. Donc, ces éléments sont ceux qui ont été mis en avant par M. Kishida. Effectivement, il y a eu un doute émis par l'opposition sur le processus lui-même. C'est-à-dire, est-ce que ça relevait même de la compétence du cabinet que de décider qu'il devait y avoir des funérailles nationales. Et donc, c'est ce qui explique que l'opposition, effectivement, c'est une des raisons. L'opposition n'a pas été consultée, donc comme vous le disiez. La décision de M. Kishida, elle s'explique surtout par le fait que M. Abe à droite est quand même une personnalité, à contrario, c'était une grande figure de la droite. C'était une figure aussi qui reliait la frange gauche et la frange de droite, disons la frange plus libérale, plus modérée du PLD, Parti libéral-démocrate, et puis la frange plus extrême. Donc c'est quelqu'un qui rassemblait à droite. Alors, ce sont des funérailles nationales. Les funérailles nationales au Japon, c'est plutôt réservé aux empereurs. D'ailleurs, l'empereur Naruhito ne se rendra pas à celle de Shinzo Abe. Est-ce que c'était déjà arrivé qu'on fasse justement au Japon des funérailles nationales pour un Premier ministre ? Je crois que c'est arrivé il y a 55 ans. Donc c'est ancien. En effet, on n'en a plus tellement le souvenir. C'est un symbole important, effectivement, que l'empereur ne s'y rende pas. L'empereur veut être le plus consensuel possible au Japon. C'est ce qui fait qu'il est apprécié, d'ailleurs. Et il faut reconnaître que ces funérailles qui ont lieu après celles de la reine d'Angleterre, qui, elles, ont rencontré un soutien unanime de la population, même s'il y a eu, évidemment, en Écosse, notamment, et puis des réticences qui se sont exprimées là par des indépendantistes, bien sûr. Il y a quand même le soutien, l'adhésion a été très massive parce que la personnalité précisément faisait l'unanimité, ce qui n'est pas du tout le cas d'Abe Shinzo. Et c'est ça qui peut surprendre. Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, justement. Ce qui apparaît aussi avec ces funérailles, c'est les relations aussi avec les sectes dans le monde politique japonais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
C'est en fait quelque chose qui est assez peu, qui n'est pas si surprenant que ça. Les relations en fait entre religion et politique sont presque, elles sont notoires en réalité, puisque le Parti libéral-démocrate fait alliance avec un parti qui est un parti bouddhiste, qui est appuyé par une secte, la Soka Gakkai, qui en réalité opère à peu près comme la secte Moon. Et puis il y a un autre réseau On rappelle qu'il a été tué justement par le fils d'une adepte de la secte Moon. C'est ça. Shinzo Abe. La secte Moon qui en fait est arrivée dans les années 60, 50-60 au Japon dans un contexte de lutte contre le communisme. Donc qui de ce point de vue-là... Très marqué idéologiquement. Donc, voilà. Et donc de ce point de vue-là, elle avait une sorte de vertu, enfin qui a été... C'est ce qui explique le soutien initial du grand-père d'Abe Shinzo pour cette secte. Qui était lui aussi Premier ministre. Lui aussi Premier ministre. Et puis, après, il y a l'aspect clientéliste, de toute façon, qui fait partie, somme toute, de la politique. Et donc, de fait, même les groupes suspects, somme toute, sont côtoyés parfois par les hommes politiques. Merci Guy Bourg-de-Lamotte pour cet éclairage sur ces obsèques nationales de Shinzo Abe qui font donc polémique au Japon. Merci d'avoir été avec nous.